Le marketing est partout, mais on a souvent l'impression que c'est une sorte de magie noire. Pourtant, derrière les marques qui nous obsèdent, comme Apple, Netflix ou même Volvo, il y a une mécanique incroyablement logique. C'est exactement ça. Ce n'est pas de la magie, c'est une architecture, une construction très méthodique. Et c'est cette architecture qu'on va démonter aujourd'hui. On a mis la main sur des extraits d'un ouvrage de référence, Marketing stratégique et opérationnel, et notre mission, c'est d'en extraire la substantifique moelle. On va décoder la démarche en 3 temps qui est au cœur de tout ça. Segmentation, ciblage, positionnement. Le fameux trio STP. Exactement. C'est le point de départ absolu. Imagine, on lance une boîte de main. La toute première chose à faire, ce n'est pas de créer un logo ou de trouver un slogan. Ah non. C'est de répondre à 3 questions. 1. À qui on pourrait parler? Ça, c'est la segmentation. 2. À qui on va vraiment parler? C'est le ciblage. Et 3. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils pensent de nous? Une image qu'ils n'ont jamais eue d'un concurrent. Et ça, c'est le positionnement. J'adore cette approche. C'est très clair. Alors, allons-y. Première étape, la segmentation. L'idée, si je comprends bien, c'est de regarder le marché non pas comme une masse uniforme, mais plutôt comme une mosaïque. Une mosaïque de petits groupes, oui. C'est une phase d'observation, presque de cartographie, tu vois. On ne vend pas des manteaux d'hiver de la même façon à Dubaï et à Stockholm. Ben non, c'est logique. C'est le critère géographique le plus évident. Après, on a le démographique, l'âge, le revenu. Danone est un cas d'école avec Danonino pour les enfants et Activia pour les adultes. C'est simple, efficace, mais bon, aujourd'hui, ça ne suffit plus. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On parle de plus en plus de critères psychographiques et comportementaux. Ouais. Le psychographique, c'est le style de vie, les valeurs. L'exemple de Patagonia me fascine. Ah oui. Ils ne vendent pas un produit à un homme de 40 ans, CSP+. Non, ils parlent à quiconque, peu importe son âge, qui se sent gardien de la planète. Leur campagne Don't Buy This Jacket est un coup de génie, carrément. C'est un coup de génie et c'est surtout beaucoup plus puissant qu'un critère d'âge. Parce que ça crée une tribu. C'est ça. Mais le critère qui a vraiment tout changé avec le numérique, c'est le comportemental. On n'analyse plus qui vous êtes, mais ce que vous faites. Netflix est le maître absolu de ça. Ils s'en fichent que vous ayez 20 ou 60 ans. Ce qui les intéresse, c'est que vous avez regardé 3 thrillers coréens d'affilée cette semaine. Du coup, vous entrez dans le segment fan de polar asiatique et ils vont vous pousser des contenus similaires. La segmentation devient dynamique. Elle évolue avec nos actions, en fait. En permanence. Ce qui soulève une question. Avec la puissance des données comportementales, est-ce que les vieux critères comme l'âge ou le genre sont en train de devenir obsolètes ? On segmente de moins en moins par identité et de plus en plus par action. C'est un excellent point. Ils ne sont pas obsolètes, mais leur poids a clairement diminué. Pour des produits très spécifiques comme des crèmes anti-rides, bon, l'âge reste pertinent. Évidemment. Mais pour le divertissement, la mode, les voyages, le comportement est roi. Une marque qui segmente encore uniquement sur des critères sociodémographiques aujourd'hui, elle passe à côté de l'essentiel de la complexité humaine. D'accord, donc notre carte du marché est dessinée. On a nos différentes tribus. Maintenant, il faut choisir. C'est le ciblage. On ne peut pas plaire à tout le monde. Choisir, c'est renoncer. C'est l'un des principes les plus durs, mais les plus importants en stratégie. Le ciblage, c'est la phase de décision. On évalue chaque segment. Est-il assez grand? A-t-il un potentiel de croissance? Est-ce qu'on a les moyens de lui parler efficacement? Tesla est un exemple brillant de ça. Ah oui, de ciblage séquentiel. Exactement. Ils n'ont pas essayé de vendre des voitures électriques à tout le monde dès le début. Non, ils sont commencés par les bips fortunés de la Silicon Valley avec le Roadster, puis le Model S. Un segment très niche. Très niche. Mais qui avait de l'argent, qui était prêt à essuyer les plâtres et qui était surtout très influent. Précisément. Ils ont ciblé les early adapters qui pouvaient se permettre un jouet cher et qui allaient créer une aura d'innovation, de désirabilité autour de la marque. Une fois ce statut de marque premium établi, c'est là qu'ils ont pu élargir. Voilà. Ils ont pu élargir leur cible avec le modèle 3 vers un segment beaucoup plus large, les classes moyennes supérieures, qui voulaient une part de ce rêve devenu un peu plus accessible. C'est malin. S'ils avaient commencé avec une voiture électrique bas de gamme pour le grand public, ils n'auraient jamais eu cette image de luxe et de technologie. Le choix de la première cible a déterminé tout le reste. C'est une vraie leçon de patience stratégique. Une fois la cible choisie, vient le moment décisif, le positionnement, c'est-à-dire quelle place unique on veut occuper dans l'esprit de cette cible. Et le mot-clé ici, c'est « esprit ».
Le positionnement n'est pas ce que l'entreprise dit qu'elle est, c'est ce que le client perçoit qu'elle est. Ah, la nuance est importante. C'est une distinction essentielle du livre, le positionnement voulu versus le positionnement perçu. L'enfer du marketing est pavé d'entreprises qui voulaient être perçues comme premium, mais qui étaient vues comme chères et de mauvaise qualité. L'objectif, c'est d'aligner les deux. Et pour ça, il y a plusieurs stratégies. La plus simple, c'est de se positionner sur un seul attribut. On pense évidemment à Volvo et La sécurité. la sécurité, bien sûr. Ça fait 50 ans qu'ils martèlent ce message. C'est tellement ancré que c'est presque un réflexe. Ça peut aussi devenir un piège. On appelle ça les menottes dorées. Volvo est tellement associé à la sécurité, comment peuvent-ils convaincre le marché qu'ils peuvent aussi faire des voitures fun à conduire ou au design audacieux? Sans diluer leur principal atout. Oui, c'est le revers de la médaille, Exactement. c'est vrai. Une autre approche, c'est le positionnement sur un bénéfice, souvent émotionnel. Nike, par exemple, ne vend pas des semelles à coussin d'air. Non, ils vendent autre chose. Ils vendent le dépassement de soi. Le slogan « Just do it », c'est l'incarnation de ce bénéfice. Il ne décrit rien, il inspire. Et puis, il y a la stratégie la plus frontale. Se positionner contre un concurrent. Ah, ma préférée. La campagne Get a Mac d'Apple. Je m'en souviens parfaitement. Un classique. C'était un coup de génie. On avait ce jeune gars cool et décontracté, Justin Long, qui était le Mac, et à côté, un type en costume cravate un peu pâteau, un peu coincé, qui était le PC. En quelques secondes, le message était passé. C'est ça. Le Mac est simple, créatif, à l'abri des virus. Le PC est compliqué, ennuyeux et vulnérable. C'est une masterclass, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de lister des caractéristiques techniques. Ils ont créé une allégorie. Ils ont positionné leurs produits, non pas dans l'absolu, mais en opposition directe à leur rival. Du coup, le consommateur était obligé de choisir son camp. Bon, on a notre plan de bataille, on sait à qui on parle, notre cible. Est-ce qu'on veut qu'ils pensent de nous, le positionnement? Mais pour l'instant, tout ça reste des idées sur un PowerPoint. Comment on transforme ça en réalité? C'est là que le stratégique devient opérationnel. On passe du penser au faire. Et pour ça, on a la boîte à outils la plus célèbre du marketing, les 4 P. Produit, prix, place, qui est la distribution, et promotion, la communication. Les 4 P. L'essentiel, c'est la cohérence. Chaque P doit être une brique qui vient construire et renforcer le positionnement choisi. D'accord. Expliquons ça avec des exemples. Le produit, ce n'est pas juste l'objet, c'est tout ce qui l'entoure. L'emballage, par exemple. Quand on achète un produit Apple, l'expérience commence avec la boîte. Ah oui, le fameux unboxing. Ce carton blanc, dense, minimaliste, la façon dont le couvercle glisse lentement. Tout ça communique le soin du détail, le premium, bien avant d'avoir allumé l'appareil. C'est clair. Et à l'opposé, t'as la marque de jus de fruits innocent. Sur leur bouteille, il y a des petits textes pleins d'humour, des blagues. L'emballage n'est pas juste un contenant, c'est un média qui transmet leur positionnement, naturel, simple et sympathique. Le produit lui-même raconte l'histoire. Passons au prix. C'est bien plus qu'un chiffre. C'est un signal de valeur qui est extrêmement puissant. Le livre mentionne 2 stratégies principales. D'abord, l'écrémage. L'écrémage, oui. On lance un produit très cher pour cibler les fans de la première heure et maximiser les marges. C'est la stratégie iPhone à chaque nouvelle sortie. Une stratégie qui ne fonctionne que si votre marque est déjà très désirable. Tenter un écrémage sans une forte image de marque, c'est le meilleur moyen de ne rien vendre du tout. Et à l'inverse, il y a la pénétration. On arrive avec un prix très bas pour prendre rapidement des parts de marché et étouffer la concurrence. C'est une stratégie de volume, souvent utilisée par de nouveaux acteurs pour se faire une place, quoi. D'accord. Le 3e P, c'est place, la distribution. Comment le produit arrive-t-il au client? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'omnicanal. Leroy Merlin, par exemple, maîtrise ça très bien. Ah oui, c'est vrai. On peut préparer son projet sur leur site, aller voir les produits en magasin, commander en ligne et récupérer en click and collect. Le parcours est fluide entre le digital et le physique. Mais même l'organisation du lieu physique est un choix stratégique. Decathlon, qui organise ses magasins par univers sportif, ce n'est pas anodin. Non, ça facilite la vie du client et ça renforce leur image d'experts de tous les sports. C'est ça. Et on termine avec la promotion, la communication. Là aussi, ça a énormément changé. On est passé de la publicité de masse, le spot TV qui arrose tout le monde, à des choses beaucoup plus ciblées. Je pense notamment au marketing d'influence. Bien sûr. Une marque de cosmétiques qui collabore avec des youtubeuses beauté.
Elle n'achète pas un espace pub, elle achète la confiance et la crédibilité que l'influenceuse a construite avec sa communauté. Et cette idée de communication ciblée nous amène tout droit à la grande révolution de ces dernières années, l'impact du numérique. Le digital n'a pas annulé les principes de STP ou les 4P, Non, il les a démultipliés. il les a suralimentés. Il leur a donné des super pouvoirs. La segmentation et le ciblage qui se faisaient sur des groupes se font maintenant à l'échelle de l'individu. On est entré dans l'ère de l'hyper-personnalisation. C'est vertigineux. Prenons Spotify. La playlist découverte de la semaine qu'il crée pour moi chaque lundi, elle est unique. Elle n'est pas faite pour le segment des hommes de 30-40 ans qui aiment le rock indé. Non. Elle est faite pour moi, en se basant sur mes écoutes, les morceaux que j'ai sautés, ceux que j'ai ajoutés. C'est de la segmentation à une échelle de 1. Exactement. Amazon est un autre monstre de la personnalisation. La page d'accueil n'est pas la même, pour vous et pour moi. Jamais. Elle est recomposée en temps réel, en fonction de ce que j'ai regardé, de ce que j'ai acheté, et même de ce que j'ai mis dans mon panier sans l'acheter. Le marketing de masse est mort. Il est remplacé par une multitude de micro-conversations individualisées. Et parfois, ça va même plus loin, jusqu'au ciblage prédictif. L'exemple de la chaîne de magasins Target aux États-Unis, qui est dans le livre, est à la fois fascinant et un peu... Un peu effrayant, oui. Carrément. Ils ont développé un algorithme qui pouvait prédire qu'une cliente était enceinte, parfois même avant sa propre famille. Et comment ? En analysant des changements subtils dans ses habitudes d'achat. Une femme qui se met soudaine à acheter des crèmes pour le corps non parfumées, des compléments en magnésium et des sacs en coton plus grands, pour l'algorithme, la probabilité d'une grossesse augmentait fortement. Et l'étape suivante, c'était de lui envoyer par la poste des bons de réduction pour des couches et des vêtements de bébé. Voilà. C'est incroyable. On voit la puissance de l'analyse de données, mais on touche aussi à des questions de vie privée assez sensibles. Complètement. Et ça continue d'évoluer. On voit maintenant des outils comme les NFT utilisés pour la fidélisation. Starbucks a lancé un programme Odyssey où les clients gagnent des NFT, des sortes de timbres numériques uniques, en réalisant des défis. Ça transforme un programme de fidélité classique en une sorte de jeu, de collection, pour créer un engagement encore plus fort. C'est une autre dimension. C'est qui prouve que les outils changent à une vitesse folle, mais les fondations restent les mêmes. Segmentation, ciblage, positionnement et la mise en musique cohérente avec les 4P. Que l'on communique via un NFT ou un spot TV, la question de base est toujours à qui je parle et qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent. C'est ça. Le digital a simplement rendu les réponses à ces questions infiniment plus précises et mesurables. Au final, si on devait tout résumer, le marketing réussi, c'est avant tout une histoire de cohérence. Une cohérence impitoyable. C'est le mot parfait. Cohérence impitoyable, entre le choix stratégique d'une cible et d'un positionnement, et chaque action concrète qui en découle. Quand le produit, le prix, la distribution et la publicité racontent tous exactement la même histoire. La marque devient une évidence. Elle devient une évidence dans l'esprit du consommateur. Cette plongée dans la mécanique du marketing soulève quand même une question de fond pour l'avenir. Avec l'hyper-personnalisation, l'analyse prédictive, on nous promet des offres et des messages qui nous correspondent parfaitement. C'est super. Mais en contrepartie, on livre des pans entiers de notre vie, de nos habitudes, de nos intentions. La question devient alors, où finit le service sur mesure et où commence la surveillance? Est-ce qu'on veut vraiment que les marques nous connaissent mieux que nous-mêmes? C'est un équilibre qui reste encore, je crois, à trouver.